Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle Pitch Night spéciale écologie. Donc l'écologie, je pense que c'est une thématique qui nous tient à cœur, surtout avec ce contexte de pandémie. Donc on a pu revoir à nouveau la nature agir. Donc on a vu des animaux en pleine ville pendant cet épisode. On a aussi eu des émissions effets de serre réduites de façon notable. On a eu des ciels bleus, des beaux soleils, etc. Dans certaines villes, on avait oublié ça. Mais voilà, l'écologie, c'est assez vaste. Et donc, ce soir, on va vous présenter une petite sélection, en tout cas, des startups qui répondent à des enjeux écologiques en France. Donc, on aura 3 startups que je vais vous présenter. Donc, on aura Géosophie qui sera présentée par Chloé Lamy. On aura Emanat International qui sera présenté par Sacha Nicole. On aura Planter Respirer qui sera présenté par Lana Sofer. Donc, on verra finalement l'écologie pour cette saison sous la partie le bâtiment en lui-même. Au jour d'aujourd'hui, on fait des constructions, etc. Comment est-ce qu'il peut être aussi écologique? Donc, tout simplement consommer moins ou tout simplement réintégrer toute cette nature qui a été bétonnée, etc. Et puis, tout bêtement, regarder un petit peu comment aider là où justement il n'y a pas forcément des actions gouvernementales. Comment est-ce que voilà, on peut aussi apporter sa petite part du colibri pour contribuer à l'écologie. Donc, je vais commencer par vous présenter donc, Géosophie, comme je disais, qui sera présentée par Chloé Lamy. Donc, Géosophie, c'est une startup qui a été créée en fin 2018 et qui a pour mission de faire connaître la géoénergie au grand public et de massifier son utilisation quand c'est applicable. Donc, si votre sous-sol vous permettait, par exemple, de diminuer la consommation de votre bâtiment tout en augmentant son confort d'été et en améliorant son empreinte carbone, eh ben, voilà, ça, c'est une possibilité. Géosophie simplifie la conversion à la géoénergie des bâtiments existants, même occupés. Donc, ils ont un moteur de recherche qui leur permet de savoir rapidement quelles sont les solutions qui sont pertinentes et qui sont adaptables dans votre cas. Et puis, ils vont dans l'accompagnement jusqu'à la réalisation de l'installation de géoénergie chez vous. Donc, en incluant son financement si besoin. Et ça permet d'aller, par exemple, jusqu'à moins 40% de consommation d'énergie sans pour autant avoir investi plus. Donc, tout simplement, Géosophie va vous proposer ce soir d'en parler et va vous présenter son concept. Et donc, leur objectif, c'est les pitchs ce soir, c'est de faire connaître la géoénergie au plus grand nombre, donc à une multitude d'acteurs, et de massifier son utilisation. Donc, ils souhaitent proposer des outils numériques qui sont fiables, qui sont performants et qui permettent d'évoluer rapidement et à moindre coût le potentiel technique et financier d'une installation géoénergétique. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Chloé Lamy qui va nous présenter Géosophie. Chloé, la parole est à toi. Bonjour à tous, merci. Donc, je suis en effet Chloé Lamy, directrice du développement au sein de la jeune startup Géosophie. Je vais vous présenter en même temps, alors partager mon écran pour vous présenter un peu plus aujourd'hui. Alors, voilà, vous présenter donc aujourd'hui, en effet, comment, en tant que jeune startup créée fin 2018, nous faisons gagner de l'argent à nos clients qui sont des foncières ou en tout cas des propriétaires de bâtiments en décarbonant leur parc grâce à la géoénergie ciblée. Donc, pourquoi ciblée? C'est parce qu'en effet, nous, notre objectif, c'est en effet de massifier l'utilisation de la géoénergie, mais quand en effet elle est applicable. Donc, attendez, ensuite. Donc, aujourd'hui, à l'heure du dérèglement climatique, il est en effet de plus en plus important d'assurer le confort thermique des bâtiments et en particulier l'été. On voit de plus en plus des épisodes de canicule importants. Mais à côté de ça, s'ajoute le durcissement des réglementations environnementales dont le décret tertiaire en fait partie. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, mais qui demande en effet de réduire les consommations énergétiques des bâtiments de 60% d'ici 2050. Donc, il rend cette tâche de plus en plus difficile pour les propriétaires. Et ce qu'on verra, c'est qu'à terme,
ceux qui ne feront rien au niveau de leur bâtiment, eh ben, ils verront inexorablement la valeur foncière de leurs biens chuter. Donc, quand c'est possible, il peut être pertinent d'aller en fait chercher sous terre, dans le sol directement, soit la fraîcheur en été, soit la chaleur en hiver. Et c'est ce que l'on voit sur cette slide. Donc, la géoénergie, on peut la récupérer directement donc sur nappe, dans des nappes souterraines qui sont à l'échelle, par exemple, des villes, là où il y a des rivières, des écoulements. Donc, en souterrain, on va avoir de la géoénergie sur nappe, où on va forer entre à peu près 10 et 200 mètres de profondeur. Et donc, c'est ce qu'on appelle la géoénergie. Donc, c'est une énergie qui est locale, qui est durable, décarbonée et qui permet donc de réduire la consommation énergétique des bâtiments jusqu'à 75% et leur empreinte carbone de 90%. Donc, c'est énorme, vous allez me dire. Alors oui, mais comment, sur quel bâtiment et comment la mettre en place? Et donc, c'est précisément ce que nous faisons chez Géosophie pour simplifier l'accès à cette technologie. Nous avons donc développé le premier moteur de recherche en géoénergie. Donc, c'est à partir simplement d'une adresse, nous pouvons déterminer si oui ou non la géoénergie est intéressante et pertinente. Et pour cela, on s'appuie sur des critères techniques et financiers bien définis. Ensuite, nous accompagnons donc nos clients en tant qu'assistants à la maîtrise d'ouvrage jusqu'à la réalisation parfaite des installations et à leur bon fonctionnement. Mais le périmètre de nos interventions ne s'arrête pas là. On prend aussi le volet financier. Donc, on a des partenaires qui sont des énergéticiens qui sont désireux aujourd'hui de porter le coût de ces installations en échange d'une concession, d'un contrat de concession, pour donc un verdissement des bâtiments sans investissement de la part des propriétaires si ça les intéresse. Et donc, nos outils technologiques brevetés repose donc sur un programme de recherche et de développement cofinancé par l'ADEME et qui comprend donc 3 volets. Donc, le premier volet que l'on voit ici, il consiste donc en un jumeau numérique du sous-sol que aujourd'hui nous avons développé à l'échelle nationale en France, mais qu'à terme nous souhaitons étendre à d'autres pays européens proches. Et donc, donc ces modèles en fait viennent de notre expérience passée issue du secteur pétrolier. Et nous le complétons avec un jumeau numérique du bâtiment, car en effet, les ressources souterraines disponibles dépendent directement des besoins thermiques du bâtiment. Donc, c'est vraiment des modèles qui sont couplés. Et ensuite, nous avons un dernier volet qui est un volet financier. Donc, nous avons réalisé un partenariat avec l'Université Paris-Dauphine qui nous permet donc d'avoir développé le premier modèle de valeur verte des bâtiments tertiaires afin de pouvoir chiffrer la valorisation immobilière associée aux investissements verts. Donc aujourd'hui, Géosophie, nous avons une dizaine de clients qui sont des foncières et nous avons réalisé plus d'une centaine d'analyses de bâtiments depuis notre commercialisation fin 2019. Donc en termes de financement, l'entreprise a fait sa première levée de fonds fin 2020 à hauteur de 550 000 €. Et donc là, nous sommes actuellement en livraison aussi de notre outil Scan, donc qui va vraiment pousser toute l'analyse technique et financière qui sera directement donc, en ligne en version SaaS. Et donc, je vous invite à venir en tout cas découvrir Géosophie sur notre site www.geosophie.io et de tester notre moteur de recherche, en tout cas sur la partie test qui est gratuite aujourd'hui, enfin qui restera gratuite et qui permet déjà de regarder donc à une adresse le potentiel géoénergétique, c'est-à-dire d'un point de vue réglementaire, le risque géologique à une adresse. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, merci Chloé pour cette présentation. Alors, vous avez utilisé plusieurs acronymes tels l'ADEME, qui est l'agence. L'agence de la transition écologique, tout à fait. Et donc, en termes financiers, une personne qui installe ce type de système, est-ce qu'il obtient des aides d'État? Tout à fait. Alors, vous avez, donc pour que ce soit à partir du moment où il y a le fonds chaleur de l'ADEME qui subventionne, on va dire, à hauteur entre 20-30% les investissements en géoénergie, mais il y a aussi plein d'autres aides qui sont des aides aussi de région.
Et actuellement, c'est ce qu'on voit aussi arriver avec le plan de relance pour aussi toutes les entreprises TPE, PME, ETI industrielles. Ça peut être aussi des choses très intéressantes. Là, on le voit sur un nouveau projet qu'on a où les aides peuvent aller même jusqu'à 70-80% de l'investissement. Donc, c'est des choses qui sont vraiment aujourd'hui poussées par l'État pour en effet faciliter l'utilisation de cette technologie très porteuse. Et le client doit avancer l'argent et ensuite il reçoit les aides? Les aides, oui, il faut monter un dossier en effet et les aides sont ensuite attribuées. Alors, nous n'avons pas encore complété complètement un projet, donc je ne peux pas vous dire si c'est en effet, pour moi, elles sont données par la suite en rétroactif en effet du projet. Et pour une personne, du coup, qui regarde que c'est intéressant pour lui d'utiliser la géoénergie, donc il va sur Oui. votre site, il a vu ça, il vous contacte. À partir de quand il va pouvoir bénéficier de la géoénergie? Alors, il y a tout. Donc, nous, on arrive vraiment en phase amont, donc vraiment dans la phase de faisabilité. Donc, à partir du moment où faisabilité, ensuite, donc l'adresse, le candidat est bon, on se coordonne ensuite pour faire une analyse beaucoup plus détaillée, beaucoup plus approfondie. Ensuite, après, on passe en partie, en effet, lancement d'appel d'offres, travaux. Donc, on peut dire à peu près on peut boucler toute une installation en 6 mois, à peu près. Avoir son installation géoénergétique chez soi. Vous avez parlé d'économie d'énergie. En économie monétaire, est-ce que du coup, ils peuvent également, cette économie énergétique, est-ce qu'ils peuvent la traduire après en économie à la fin du mois? Par exemple, ils dépensent moins de gaz pour le chauffage, moins d'électricité. Comment ça? Alors, on calcule en effet un ROI donc de cette énergie à partir de la réduction des consommations énergétiques du bâtiment. Donc, en effet, on se compare directement à des énergies traditionnelles. Et donc, après, donc ça va être directement en fait la réduction du coût puisqu'on est ensuite autonome dans sa production énergétique. Donc, c'est là-dessus qu'est calculé en effet notre ROI par réduction en effet des consommations chaud et froid sur le bâtiment. Nous avons une question d'Antoine. Alors Antoine, il faut réactiver votre micro. Oui, merci. Merci pour la présentation, c'est très intéressant. J'avais une question, je voulais savoir comment vous vous rémunérez et puis oui, combien ça coûte, et quels sont aussi à quel point ça transforme la structure du bâtiment. Et est-ce qu'on doit changer entièrement les conduites d'eau, etc. Ou est-ce que vous pouvez récupérer les installations existantes? Oui, alors non, c'est une question très juste. Alors, comment en effet, donc comment on se rémunère sur la partie rémunération? Donc nous, on vend en effet donc cet outil de faisabilité qu'on appelle notre outil Scan. Donc ça, on le vend par bâtiment ou sous forme de package à partir du moment où en effet on apporte une stratégie parc immobilier pour donc des foncières. Donc ça, en effet, on le vend 1 000 € par bâtiment, mais sinon en tarif régressif quand on commence à avoir des packages de 10, 20 bâtiments qu'on veut analyser. Et sur la partie, en effet, votre question par rapport, en effet, la géoénergie. Donc, on regarde en effet l'adaptabilité par rapport au bâtiment. Et elle est moins efficiente à partir du moment où on va avoir des émetteurs de haute température. Toute une question de delta T finalement entre l'énergie fournie et entre le besoin et comme nous on va récupérer une énergie qui est donc en sous-sol qui est autour de 12 degrés, en effet quand on va avoir des émetteurs qui vont être des vieux radiateurs en fonte à 70 80 degrés, c'est plus problématique, on est moins efficient au niveau rendement.
Mais donc, idéalement, c'est sûr qu'elle s'adapte mieux à des émetteurs type plafond ou plancher rayonnant. Ça, c'est les cas, on va dire, idéaux, puisqu'on va être sur des températures à 35 degrés au niveau rigide de température. Mais ça s'adapte aussi très bien à des ventiloconvecteurs, à des choses comme ça. Mais ça, après, on regarde de manière globale aussi au niveau, en effet, du bâtiment. Merci. Nous avons maintenant une question de Jeanne. Oui, merci. Merci Elisabeth, merci de me donner la parole. Je suis Jeanne Morrison. J'aimerais savoir comment reproduire dans les bâtiments les qualités du sous-sol chaud l'hiver, frais l'été. Finalement, on imite un petit peu avec la géoénergie l'idée d'une cave. Donc, l'idée d'une cave qui est plus fraîche, en effet, l'été, que la température extérieure est plus chaude en hiver que la température extérieure. Donc, c'est un peu la même idée. C'est-à-dire que donc, à l'échelle du bâtiment, on va forer donc, en sous-sol. Donc, ça, il y a plusieurs technologies. Donc, soit, en effet, comme je vous montrais, une technologie en boucle ouverte où on va forer des puits. Un puits producteur où on va donc puiser l'eau et un puits injecteur où on va restituer l'eau, parce que l'idée, c'est jamais d'assécher les nappes. Ou sinon, on va être en effet dans des milieux où il va y avoir pas forcément des nappes, donc des milieux plutôt qui vont être périurbains. Et là, donc, on va avoir des technologies sous forme de sondes, donc d'échangeurs de chaleur en U. On fait passer de l'eau glycolée et donc là, ça demande plutôt des empreintes ou des parcelles plus grandes, puisque en effet, il y a donc une multitude de forages à effectuer. Donc voilà comment à l'échelle des bâtiments, ensuite les installations sont mises en souterrain, en cave. Donc c'est là où cette énergie renouvelable ne fait pas assez parler d'elle, puisqu'elle est souterraine, donc elle reste quand même assez discrète, mais c'est aussi tout son avantage. Parce que ce serait très bien si ça pouvait se reproduire, donc, ces qualités à l'intérieur, donc, dans le bâtiment. Tout à fait. Et ce que je tiens à noter d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, au niveau de l'échelle nationale en France, on a 88% du territoire qui est en effet accessible à la géoénergie. Donc, c'est énorme. Et ça montre quand même des perspectives vraiment intéressantes pour l'avenir. Et en parlant de territoire, justement, au jour d'aujourd'hui, vous pouvez traiter n'importe quel client en France, à l'international? Alors, aujourd'hui, on a donc toute une cartographie avec nos modèles géologiques, hydrogéologiques sur l'échelle nationale, mais en effet, à terme, on souhaite se développer sur l'Allemagne et le Benelux. Alors, d'un point de vue, en effet, tous nos cartes reposent sur les données du BRGM, donc du Bureau de recherche géologie et minier. Et donc, on va dire que la granulométrie de nos data dépend de toutes les données de forage. Donc, on a beaucoup plus de données, en effet, dans des milieux denses urbains. On a beaucoup plus de précision sur toutes les épaisseurs des couches géologiques que des fois dans des parties, en effet, plus de campagne, moins urbanisées. Donc, ça, voilà. Donc, on a quand même des niveaux de détail qui vont être différents en fonction de milieux urbains ou non urbains. Bonjour, Omayoun Niknam, j'avais une question. Vous utilisez à plusieurs reprises le terme géoénergie, échangeur de chaleur pour parler pompe à chaleur et géothermie. Est-ce une raison marketing pour vous différencier sur le marché ou il y a une différence? Ce que vous m'expliquez, c'est exactement la géothermie pure. Alors, pourquoi géothermie? Alors, pourquoi géoénergie? Parce qu'en effet, géothermie veut dire déjà de base en grec vraiment la chaleur du sol. Et nous, la géoénergie, c'est différent dans le sens où on récupère à la fois des calories et des frigories. Donc, on joue vraiment sur cette inertie du sol. On va donc capter en effet donc de l'énergie du chaud ou du froid qu'il va falloir en effet derrière restituer. Alors que la géothermie, qu'on voit de manière plus générale, qui va être déjà de plus forte profondeur, puisque nous, là, comme je vous disais, on est entre 10 et 200 mètres de profondeur sur notre géoénergie ou géothermie, en effet.
La géothermie ensuite, vraiment qui fait de la chaleur, pure chaleur, là on est vraiment sur des forages à plus de 1000 mètres, 1500 mètres de profondeur. Donc on n'est pas exactement sur quand même les mêmes technos. Le concept en effet est le même, mais c'est pour éviter cet amalgame de géothermie et surtout avec le dernier accident qu'on a entendu à Strasbourg qui était de la géothermie pour production électrique. Avec la création de séismes, ça a fait mauvaise presse. Donc, c'est vrai qu'on préfère en effet dissocier vraiment géoénergie de géothermie. D'accord, merci. Pour éviter cet amalgame. Je viens juste de faire le test sur votre site. J'ai donné l'adresse. Est-ce que vous avez, au niveau de Paris, moi j'habite à Paris, est-ce que vous avez pour des immeubles années 70, est-ce que vous avez déjà eu des demandes de ça? Parce que votre test m'a donné un point blanc, c'est-à-dire mi-raisin, il y a des dangers. Alors en effet, selon toute la façon dont a été le zoning qui a été créé par le BRGM, en effet, il y a des zones qui on définit comme blanches qui demandent l'avis d'un expert. Donc en effet, pour 400 € et 2 semaines en effet de recherche d'un rapport, mais nous ça on peut déjà regarder aussi sur les maps de manière plus précise, mais signifie donc demande une analyse un peu plus approfondie pour dire vraiment est-ce qu'il y a risque géologique ou pas. Donc, généralement, soit ça devient du rouge, soit ça devient du vert. C'est vraiment parce que les risques géologiques, finalement, il y a toute une nomenclature de différents risques, des risques, par exemple, de gonflement des roches quand on est sur des roches en argile, ou de pollution du sol. Donc ça, voilà, ça va être des no-go directs, en effet, que l'on va voir sur notre moteur de recherche. Au contraire, donc à partir du moment où on est en blanc jusqu'à vert foncé, c'est qu'on est sur des cas en soi favorables. Parfait. Et en effet, comme vous dites, sur le résidentiel, on sait que les demandes vont être de plus en plus élevées, mais aujourd'hui, on a eu de la demande pour du résidentiel, mais que à titre de chauffage actuellement. Donc, le problème du chauffage dans ces cas-là, c'est qu'on épuise quand même nos sols, donc ça demande à coupler dans ces cas-là avec du solaire thermique. Donc, ça devient des solutions un peu plus, et les retours sur investissement sont moins intéressants aussi. Je regardais parce que vous m'avez parlé du puits géothermie de Strasbourg, la raison pour laquelle il y a eu ces séismes, parce qu'il y avait énormément du lithium dans l'eau et ils ont arrêté la géothermie pour pouvoir récupérer le lithium, c'est à cause de ça, il y a plusieurs puits à Strasbourg, parce que j'ai un ami qui, en tant qu'ancien ingénieur pétrolier, on connaît assez bien, et du coup je cherche son message, c'est oui exactement, c'est le lithium. Donc là un puits géothermie est devenu maintenant une mine d'extraction de lithium, et il y en a plusieurs à Strasbourg parce que il semblerait que les sols soient extrêmement riches là-dessus. Voilà. D'accord. Donc c'était juste en parenthèse pour pouvoir parfait. Merci en tout cas. Merci à vous. Question. Quels sont vos projets à moyen terme, c'est-à-dire en période Covid, quels sont vos objectifs durant cette période d'incertitude Covid? Écoutez, c'est de continuer pour nous déjà, c'est de compléter quand même un certain nombre d'installations qui vont déjà être vitrines de notre savoir-faire en géoénergie en tant que assistant à la maîtrise d'ouvrage, et ensuite d'augmenter aussi notre visibilité aussi bien au niveau du secteur privé que des collectivités aussi. On a vu quand même aussi dans la période Covid qu'il y a eu de plus en plus de maires écolos qui ont été élus, donc une forte volonté de la population, en effet, d'avoir de l'innovation et en effet des approches plus respectueuses de l'environnement. Donc, ça va être aussi intensifié, en effet, donner une meilleure visibilité vis-à-vis de tous ces acteurs pour continuer à analyser leur parc de bâtiments, en effet, dans lequel inexorablement ils auront l'obligation de regarder, de rénover d'un point de vue thermique, de toute façon, leur bâtiment. Surtout Et juste, à moyen terme, ensuite, c'est de continuer à étendre, de toute façon, toutes nos données, nos modèles à l'échelle ensuite européenne. Et
votre angle d'attaque, c'est plus sur le côté froid en été ou le côté justement la chaleur en hiver? Parce que de plus en plus de Parisiens, durant l'été, la canicule estivale, ils se sont équipés d'équipements de climatiseurs individuels, oui. individuels, que ce soit mobile ou non. Et c'est vrai que c'est extrêmement énergivore. Donc, est-ce que vous mettez votre angle d'attaque pour… On est vraiment sur notre angle ou notre job to be done, en effet, ou notre angle d'attaque, c'est vraiment le rafraîchissement des bâtiments qui, pour nous, aujourd'hui, est vraiment l'enjeu principal, surtout à l'échelle des villes. Et on voit bien, on est vraiment l'installation de climatiseurs extérieurs, on est sur une pollution à la fois visuelle, sonore, esthétique et aussi d'un point de vue rejet quand même de gaz à effet de serre. Donc, c'est vraiment là-dessus, en tout cas, que les gens voient de plus en plus l'enjeu, en effet. Les propriétaires de bâtiments, c'est vraiment pour eux assurer un confort thermique optimal du bâtiment à toute saison. Donc, du coup, vous essayez de targeter via les syndics de copropriété non. Présenter la chose ou… On n'a pas encore… on a eu quelques expériences, mais aujourd'hui, comme c'était principalement du chauffage sur lequel on nous répondait, c'est là où ça devenait un peu difficile parce que, comme je vous disais, chauffage demande dans ces cas-là, comme on est sur une inertie du sol, demande donc à réinjecter en effet de la chaleur dans le sol, puisqu'on va systématiquement en chauffant, on capte les calories. Donc, on refroidit le sol. Donc, il faut un moment pour que l'énergie reste vraiment durable sur donc, le cycle de vie d'un bâtiment, en 30, 50 ans. Il faut donc réchauffer à nouveau ce sol. Donc, ça veut dire qu'il faut, dans ces cas-là, le coupler avec du solaire thermique. Mais à partir du moment où on est vraiment sur des besoins chauds et froids, la technologie s'y prête parfaitement. Et en plus, on est vraiment dans le cas optimal d'un point de vue retour sur investissement. Parfait. Merci beaucoup en tout cas. Merci. Merci Chloé. Et du coup, alors si jamais on veut vous retrouver, peut-être vous avez une petite planche à nous montrer pour les coordonnées, les personnes qui sont intéressées justement par votre concept. Alors, petite planche de coordonnées, en effet. Et sinon, on les rediffusera si vous les avez. Ouais, je les ai pas là sur moi malheureusement, mais je vous redonnerai ça. Voilà, bon, en tout cas, merci pour ce beau pitch, ce beau projet. Je pense que là, voilà, vous avez beaucoup de personnes qui sont très orientées écologie et encore plus avec la pandémie. Je pense que ça a permis à pas mal de gens de resituer où se trouve l'essentiel. Alors, de toute façon, Elisabeth va faire passer un questionnaire pour pouvoir évaluer ce pitch. Donc, pour les personnes qui auraient des questions et qui, si jamais ils ne sont pas en direct, souhaitent les poser par la suite, donc n'hésitez pas à répondre le questionnaire. N'hésitez pas justement à faire toutes les remarques. Nous les transmettrons à Chloé. Et puis nous, de notre côté aussi, nous transmettrons les coordonnées pour pouvoir joindre aussi Chloé et son équipe. Si jamais vous êtes intéressés, je pense que il y a pas mal de foyers. Je ne sais pas combien il y a de foyers en France, mais il y a de quoi faire. Et c'est déjà une belle solution qui est apportée grâce à ce concept de géothermie qui est apporté par Géosophie. Merci beaucoup. Voilà, un grand merci. Et puis, pendant que justement les gens vont procéder à l'évaluation, je vais faire un petit quart d'heure pub. Donc, on avait une opportunité entrepreneur qu'on avait lancée déjà en janvier dernier. Donc, tout simplement, on avait des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce qui ont des élèves qui n'ont pas forcément de stage. Et donc, ces élèves, ils les mettent à disposition à raison de 3 mois, voire 6 mois si tout se passe bien, à titre gracieux. Donc, c'est de la main-d'œuvre gratuite pour les startups. Après, il y a quand même quelques prérequis. Donc, tout simplement, il faut déjà proposer un projet, puisque ça reste, même si c'est des alternatives stages, il faut que finalement l'élève puisse réaliser un travail et qu'il puisse être pris aussi dans un cadre professionnel. Et puis, il y a le fait que la start-up qui héberge l'élève, donc les groupes peuvent aller jusqu'à 3 personnes par projet. La start-up qui héberge l'élève doit aussi venir à la soutenance et donc aussi évaluer finalement le travail de l'élève et remonter bien évidemment les données
sur l'élève. Donc, il y a un petit encadrement à faire, mais sinon, voilà, c'est des élèves qui sont gratuits, c'est des élèves qui sont plus que motivés, parce que voilà, en ces temps-là, c'est un petit peu, on dit beaucoup que justement, il y a pas mal d'étudiants qui ne savent pas ce qu'ils vont devenir. Donc, nous, voilà, on a dit du côté des startups, il y a toujours du boulot. Et là-dessus, voilà, c'est du gagnant-gagnant parce que pour les startups, en ce moment, niveau économie, voilà, avoir aussi ce petit coup de pouce, ce n'est pas négligeable. Donc, de toute façon, voilà, on recommuniquera là-dessus, on remettra bien les liens. Et donc, on rouvre cette opportunité tout simplement parce qu'on a des nouveaux élèves qui arrivent. Donc là, ce coup-ci, c'est une école de commerce qui nous a communiqué. Et donc, ils arriveront vers avril, donc avant avril. Si jamais vous avez des projets qui méritent des développements commerciaux, une école de commerce, ou qui méritent des travaux, mais pas des travaux d'ingénieur, ben, n'hésitez pas à faire remonter les projets. Et bien évidemment, pour les projets qui seront sélectionnés par cette opportunité, ben, vous pourrez bénéficier de cette main-d'œuvre pas encore qualifiée, mais en tout cas fortement motivée. Voilà, petite parenthèse pub. Donc, je vais passer du coup à notre pitch suivante qui va nous présenter donc Emanat International. Donc, c'est Sacha Nicole qui va nous la présenter. Donc, alors, Emanat International, tout simplement, part du constat que les ONG et les organisations à but non lucratif dans le monde entier ont existé pour combler certaines lacunes que les gouvernements ou le secteur privé n'ont pas pu combler. Cependant, dans les pays en développement, de nombreuses initiatives bien intentionnées n'ont pas aidé, ou pire encore, ont nui aux populations et aux économies locales, créant ainsi un cercle vicieux de dépendance. Donc, la philosophie finalement des Emanat International, c'est la suivante. Si les organisations veulent vraiment faire la différence, le cycle de dépendance doit être brisé. Donc, du coup, il pose la question, comment saurons-nous vraiment faire la différence et si c'est le cas, donc pour briser ce cycle, la meilleure mesure du succès durable devrait être l'autonomie de la personne ou de la communauté aidée après le soutien apporté. Donc, tout simplement montrer comment pêcher et apprendre ensuite aux gens à pêcher et les laisser pêcher tout seuls. Donc, leur slogan, c'est avancer les méthodes qui propulsent l'épanouissement humain. L'objectif, c'est de promouvoir les ONG et entreprises sociales qui préparent les communautés et les individus dans les pays de développement pour pouvoir leur permettre d'avancer à leur propre rythme de développement. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Sacha Nicole qui va nous présenter Emanat International. Sacha, la parole est à toi. Bonjour à tous, bonsoir. Merci beaucoup pour cette occasion de présenter mon startup, mon entreprise. Et oui, comme vous venez de dire, en fait, c'est une plateforme pour promouvoir soit les ONG, soit les entreprises sociales qui aident les gens en paix, en voie de développement, de devenir plus autonomes. Et donc, concrètement, ce que je fais les entretiens avec les leaders de ces ONG ou ces entreprises. Avec Covid, c'est plus efficace de le faire par Zoom. Et donc, on les télécharge et puis on les met sur YouTube. Et donc, le bénéfice, c'est pour les ONG, ils ont l'occasion de promouvoir leur travail, attirer plus de soutien des donneurs, par exemple. Et aussi pour ceux qui s'intéressent à ce domaine, ils ont l'occasion d'écouter les professionnels, apprendre un peu des stratégies, des tactiques qui avaient bien marché. Et aussi, je pense que dans ce domaine, il n'y a pas de réponse qui marche pour toute circonstance. Donc, c'est aussi un côté de partager les apprentissages, les leçons, etc. Donc, par exemple, une tactique peut-être marchera en Haïti, mais pas en Afrique. Et donc, c'est bien de pouvoir partager les leçons. Et donc, et aussi, il y a des ressources que je partage sur mon site web. Si vous voulez, je peux le mettre dans le chat ou faire un partage écran. Mais en général, c'est plus éducatif.
Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions ou, Alors, en tout cas, merci Sacha, du coup, pour la présentation. Donc, au final, depuis quand vous avez mis en place, finalement, cette entité qui va un peu renverser la vapeur? Ouais. En fait, l'idée m'est venue en novembre et franchement, je dirais que c'était grâce à Covid. Parce que quand je faisais mon master, pour mon projet, j'ai écrit un manuel qui était pour les leaders des ONG et en anglais, ça s'appelle What is our exit strategy? A conversation that NGO leaders need to be having. Donc, l'idée, c'est si un ONG veut vraiment aider les gens, il faut le faire dans une manière où ils peuvent partir à la fin. Et donc, je réfléchissais si ça serait un bon moment pour écrire un livre sur ce sujet. Et au final, l'idée m'est venue, au lieu de faire un livre, de faire les entretiens avec les leaders qui ont déjà capté ce concept pour partager avec le monde. Et donc, en décembre, j'ai fait mon recherche pour comment commencer. Et puis, j'ai lancé en janvier et je n'ai pas encore mis les entretiens sur les chaînes YouTube parce que mon objectif, c'est d'avoir 10 vidéos prêtes avant de la lancer pour que ça soit consistant. Et donc, j'avais fait déjà 7 et j'en ai plusieurs sur le calendrier. Donc, j'espère pouvoir lancer en 2 ou 3 semaines. Donc, au final, votre business model, comment est-ce que vous allez vous rémunérer? Parce que là, vous allez voir déjà des associations qui sont à but non lucratif. Et donc, vous allez essayer un petit peu de recréer du business là où peut-être l'association a étouffé le marché. Ouais, c'est une bonne question. En fait, ça serait pour commencer par YouTube. Donc, et ça prend du temps. Il faut avoir 1000 subscribers, je ne sais pas dire. Et après, j'ai des idées pour des livres à produire et aussi des autres matériaux. Et peut-être aussi enseigner dans les universités donc, ou travailler en tant que consultant. Donc, c'est vraiment, c'est tout nouveau cette idée et j'ai l'impression que ça va commencer petit, mais petit à petit, ça va devenir plus. Donc, vous avez commencé depuis la France ou finalement vous avez déjà regardé internationalement pour vous déplacer? Bah, en fait, en ce moment, je suis aux États-Unis. Je suis en Minnesota, dans mon état de naissance. Et grâce à Internet, je peux faire les entretiens un peu partout. Et donc, j'ai des clients qui sont en Afrique, en Haïti, en Inde, par exemple. Et donc, si jamais il fallait que je me déplace, ça serait en théorie facile aussi. Donc, Et donc, finalement, le conseil, à combien il s'évaluera? Parce que même nous, chez Startup World, voilà, on a lancé une association qui s'appelle Une lumière pour tous, parce que voilà, moi j'ai ouvert Startup World Madagascar en août dernier et on s'est rendu compte que 87% de la population n'a pas accès à l'électricité. Donc, on est avec des industriels, il y a quand même un business model, etc. Et donc, on va chercher les sous pour un petit peu leur permettre de vivre à notre époque actuelle. Donc, voilà, quel est l'accompagnement que vous pouvez faire dans ce genre de cas? Tout simple. Le but, c'est justement de faire un essor économique et de ne pas tuer l'économie en disant que quelqu'un qui n'a pas accès à l'électricité, bah, finalement, niveau économique, il ne peut pas chercher du boulot, ses enfants ne peuvent pas étudier plus tard le soir. Enfin, il y a toute une activité économique qui n'existe pas et on remonte même dans le temps. Donc, quel serait votre accompagnement, par exemple, dans ce cas-là? si j'ai un client qui n'a pas accès à, par exemple, vous voulez dire, ou j'ai pas Non, compris non, parce que je pense que voilà, de ce que j'ai compris, c'est finalement vous allez aider, puisque une association, elle se construit toujours quand il y a un vide. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a le vide parce que tout simplement, si on ne fait pas l'association, le gouvernement ne fera pas les choses.
Et si on fait l'association, le gouvernement va faire les choses et donc on va les faire en parallèle. Et tant qu'on les fait, le gouvernement les fait. Et donc, voilà, ce vide est à combler, mais le but, c'est de ne pas étouffer l'économie. Est-ce que, du coup, dans votre accompagnement, vous avez des préconisations, des choses, attention, des garde-fous pour pouvoir aiguiller voilà, les associations et peut-être avoir un meilleur bilan par rapport, voilà, par rapport à leur tâches? Ouais, bah, je dirais que chaque organisation a quelque chose de différent à partager. Donc, par exemple, certains, si c'est une question d'infrastructure, dans ce cas-là, ils doivent engager le gouvernement, par exemple. Donc, c'est important pour les leaders des ONG de comprendre qu'il faut collaborer avec le gouvernement, de ne pas entrer à intervenir avec leurs propres projets sans collaboration, par exemple. Ou si c'est une question d'entreprise ou d'améliorer l'économie et les occasions économiques. Dans ce cas-là, c'est pas tout à fait important que le gouvernement intervienne, c'est plus le peuple. Peut-être qu'il faut du soutien du microfinance, par exemple, ou de formation en business ou quoi que ce soit. Donc, peut-être que j'ai pas bien compris les questions, mais en fait, euh, l'intention, c'est de montrer des exemples des tactiques qui marchent pour inspirer les autres à savoir comment ils peuvent faire pour essayer d'aider. Donc, parce que souvent, il y a des ONG dans ces pays qui interviennent en pensant qu'ils sont en train d'aider, mais en fait, leur aide, entre guillemets, n'aide pas à la fin. Et donc, par exemple, je pense aux ONG qui donnent du riz, par exemple, dans les pays hein, où ils ont la capacité de pousser leur propre riz. Et donc, en fait, à la fin, c'est pas utile parce que ça abîme l'économie locale. Et donc, en fait, je veux juste montrer des exemples de comment est-ce qu'on peut collaborer avec les gens au lieu au lieu d'intervenir en pensant qu'on a toutes les réponses. Est-ce que j'ai bien compris la question ou j'ai... Alors, je comprends. Et donc, au final, ces vidéos, parce que ces vidéos YouTube que vous allez faire, est-ce que vous allez les faire avec un public? Est-ce que ça va être des retransmissions, par exemple, de webinaires avec des gens qui seront venus pour une thématique, etc., sur lequel vous allez faire un exemple? Comment ça va se passer? Comment est-ce que vous avez prévu de faire ces webinaires, enfin, ces vidéos? Ouais, le webinaire, c'est une très bonne idée. J'en ai pas pensé en fait. Donc en fait, ce que j'ai pensé, bien sûr, je le mettrai sur YouTube hein, et aussi les promouvoir sur LinkedIn et Facebook. Hein. Ce que j'apprécie de Facebook, c'est que vous pouvez choisir à qui vous voulez attirer, donc par intérêt, par âge, par exemple. Et aussi, je demande aux leaders de partager l'entretien avec leurs propres contacts, donc par leurs réseaux sociaux, hein, leurs emails, par exemple. Et, et c'est à moi de bien écrire les descriptions sur YouTube, par exemple, pour attirer les gens qui seraient intéressés par ce concept. Hmm. Donc, alors, je crois qu'il y avait une question dans le public. La main s'est Oui, baissée. oui, bon. Bonjour, Jeanne Morrison. J'aimerais savoir sur quels sont vos critères de sélection, parce Mhm. qu'on sait, comme vous avez dit à un moment donné, Ouais. on va aider. Ce n'est pas toujours les besoins de ces populations-là qu'on va résoudre, c'est-à-dire l'argent est un peu comme dévié de Mhm. son objectif final. Comment Ouais. faites-vous pour sélectionner les bonnes associations, ONG, etc.? Ouais, c'est une très très bonne question, merci. J'ai commencé en fait à travailler avec les contacts professionnels que j'ai déjà. En fait, en Manette International, c'est un projet à côté que je fais, mais pour mon travail à plein temps, je travaille pour un ONG haïtien qui engage les communautés pour avoir accès à l'eau potable
durable. Et donc, j'ai pas mal de contacts déjà où on partage la même philosophie au niveau de développement durable. Et donc, j'ai commencé par mes contacts. Et puis, à la fin, je demande les références. euh, et ça aide beaucoup parce qu'on a déjà les mêmes philosophies en tête. Et avant de demander aux organisations, je lis soigneusement leur site web et ce que je cherche, je veux savoir que leurs efforts sont durables à la fin, qui sont bien gérés par les gens locaux euh, pour, comme j'ai dit, couper le cycle de dépendance. Et aussi, j'aime beaucoup voir qu'on a plus des employés qui sont locales. Et donc, par exemple, moi, je suis aux États-Unis et là où je travaille maintenant, on a 3 Américains et 55 Haïtiens. Et donc, je pense que c'est important de voir qu'il y a des gens qui viennent de ce pays qui travaillent pour avancer leur propre pays. Ce n'est pas des Européens ou les Américains qui interviennent avec un agenda. C'est important d'écouter les communautés locales. Donc, je lis soigneusement et avant de faire l'entretien, j'ai une conversation par Zoom avec les leaders et je leur pose les questions. Comment vous pouvez savoir que c'est durable, vos efforts? Comment vous pouvez savoir que c'est un vrai besoin dans la communauté, par exemple? Et donc, il y a un processus de savoir qu'en fait, c'est fait pour, à la fin, pour le respect et la dignité des gens locaux. D'accord, excellente réponse. Merci. Merci. Alors, du coup, Sacha, au jour d'aujourd'hui, vous êtes en early stage. Comment est-ce que vous voyez au final l'expansion finalement de votre concept de Emanat International par la suite? Donc, vous commencez de votre côté et par la suite, quel est l'objectif en termes entrepreneurial, bien évidemment? L'objectif de Emanat International en général, ça coupait pour un moment, désolée, donc je n'ai pas tout entendu. Donc, voilà, dans 5 ans, Emanat International, c'est quoi? C'est une bonne question. J'espère que ça serait une ressource pour les gens qui ont envie d'améliorer le monde d'une manière qui est respectueuse et qui aide les gens dans les pays en voie de développement de s'épanouir. Je ne sais pas, elle est connectée? Oui, oui, je suis connectée. Alors, hop, il y a peut-être des soucis avec Internet. Donc, en tout cas, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour Sacha? J'aimerais aussi savoir, parce que Geneviève a fait état de ce point-là, parce que souvent les associations, et non pas d'argent, les ONG, surtout les associations, ils ont l'objectif à but non lucratif. Vous allez faire quoi? Des levées de fonds et il y aura comment vous allez les financer pour qu'ils soient propulsés? Donc, en fait, un côté de ce que je fais, c'est un bénéfice de marketing. Et donc, quand je fais les entretiens, 2 fois leur entretien, on demande aux spectateurs s'ils veulent soutenir l'association ou est-ce qu'ils peuvent aller. On met le site web, l'entretien et c'est aussi mis dans la description. Et donc, et quand je parle avec le leader, je fais exprès de parler très, très positivement de leur travail, du besoin de ce qu'ils font, etc., pour promouvoir leurs efforts. Et donc, il y a 1 billion en plus d'utilisateurs sur YouTube. Et donc c'est l'occasion d'accéder les gens qui n'auraient peut-être pas
su de ce qu'ils font. Donc, c'est l'occasion de leur aider à attirer plus de soutien financier. Justement, c'est par rapport à l'aide là. Comment vous procédez pour les aider? Surtout, par exemple, en Afrique, ils n'ont rien quand ils ont une association. Il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas d'argent. Or, ils ont besoin des fonds, d'argent pour pouvoir progresser, pour pouvoir s'investir et puis atteindre leurs objectifs. Vous avez quelque chose que vous faites, vous leur accordez des levées de fonds, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là pour les financer? Pour financer les associations ou désolée, j'ai pas... Pour financer leurs activités, que ce soit les associations, les ONG, comment vous allez faire? Ouais. Donc, en fait, ce que je fais, c'est je les soutiens pas au niveau financier. Je les soutiens dans la mesure où c'est en promotion pour ce qu'ils font, pour attirer le soutien. D'accord. OK. Et Merci. le service que je rends, c'est gratuit. Je ne demande pas d'argent des associations. Hein. Je demande juste un peu de leur temps. C'est tout. OK. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, merci Sacha du coup pour cette présentation. Donc, n'hésitez pas aussi à nous donner des informations justement sur l'évolution des manates internationales. Alors, Elisabeth va repasser de toute façon. Ah, je crois qu'il y avait une autre question. Est-ce qu'elle a été posée, celle-là? Il y a une question de Lisa Paki au niveau du business model. La question, c'était pour moi? Oui, oui, oui. C'est quoi mon business model? Oui. Donc, je sais pas, à la base, c'est le marketing et c'est éducatif. Hein. Donc, le modèle, j'ai un site web pour expliquer un peu ce qu'on fait, mais la plupart des activités seraient sur la chaîne YouTube hein, et on peut aussi utiliser les autres réseaux sociaux pour promouvoir, mais en bref, c'est le marketing. Hein. Je pense que voilà, c'était la dernière question. En tout cas, merci Sacha. Merci à vous. Hein. Vous voulez que je mette... Alors, j'ai l'impression que ça... Voilà. Oui, voilà, si jamais on a besoin du coup de vous contacter, comment est-ce qu'on fait? Ok, je vais mettre le lien dans le chat, c'est ça? Ok. Vous pouvez le mettre dans le chat et de toute façon, voilà, on rediffusera. Donc voilà, pour les associations, alors, on a aussi par exemple des startups qui sont dans le mécénat qui potentiellement peuvent être intéressées par les services proposés par Sacha, tout simplement parce que c'est des agrégateurs d'associations. Donc voilà, on pense notamment aux startups qu'on avait eues l'année précédente dans le Tech for Good. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter le pitch, à faire vos remarques et voilà, si jamais vous avez besoin de rentrer en contact avec Sacha, voilà, elle a laissé ses coordonnées, donc on vous redonnera bien évidemment les coordonnées pour que vous puissiez rentrer en contact avec elle. Donc, n'hésitez pas aussi à lui faire un retour et puis on aura des nouvelles de toute façon de Sacha pour savoir un petit peu l'évolution des manates internationales. Merci beaucoup. Donc, de toute façon, voilà, les Pitchnet, c'est tous les mardis. Ce sera rediffusé sur YouTube, donc vous pourrez le revoir. Vous pourrez aussi vous reposer des questions. Je crois qu'on a donc... Du coup, on a une dernière pitcheuse qui va arriver d'ici quelques minutes. Donc, toujours dans l'écologie. Donc là, voilà, on a vu peut-être un petit peu l'écologie étendue, puisque avec Emanat International, il y a bien évidemment des ONG qui sont dans l'écologie, mais il y a aussi d'autres ONG. Donc, voilà, souvent, on a des catégories qui
Ils sont un petit peu voilà, sur différentes catégories. Donc là, c'est écologie, tech for good. On va revenir voilà, dans de l'écologie aussi et aussi de l'écologie smart city. Donc, je vais vous la présenter, puis on va attendre du coup qu'elle se connecte. Elle devrait arriver vers 20h. Donc, voilà, c'est une startup que j'ai beaucoup, beaucoup appréciée et puis je suis contente de pouvoir la présenter ce soir. Donc, elle s'appelle Planter Respirer. Elle sera présentée par Lena Sofer. Donc, Planter Respirer, en fait, ça apporte le quota des plantes recommandé par la NASA en forme d'île végétale pour améliorer la qualité de l'air. Donc, intérieur et la qualité de vie au travail. Chaque plante des végétaux sont connectés avec un paysage sonore, tel des forêts d'origine donc, de ces plantes, pour que chaque île végétale de 2 hectares, alors c'est des grandes îles, de forêt amazonienne, soit préservée. Et notamment le taux d'humidité, car l'air sec favorise la propagation des virus. Donc, voilà, on est en plein dans le thème en ce moment. Donc, le slogan, en tout cas, de Planter, Respirer, c'est Planter, Respirer rend vos espaces de travail plus verts, plus sains et plus vivants. Donc, leur objectif, c'est d'apporter la nature auprès des urbains dans l'espace de travail, mais aussi de changer le regard sur les plantes d'intérieur qui sont à l'origine des forêts tropicales aujourd'hui en danger. Donc, les plantes d'intérieur sont les ambassadrices de ces forêts qui produisent l'oxygène nécessaire à la vie sur la planète. Donc, c'est vrai que c'est assez important. Là, on se remémore, il y a quelques années, il y avait eu un grand incendie à la forêt amazonienne au Brésil. C'est des choses en se disant, mais comment ça peut brûler? Il pleut assez régulièrement là-bas. Bon, la forêt recule et tout simplement, voilà, cette start-up décide de vous réintroduire finalement ces bribes de start-up à l'intérieur des bâtiments. Et c'est vrai que voilà, donc il y a des quotas. Donc la NASA fait pas mal d'études là-dessus sur finalement l'apport des végétaux dans la qualité de vie. Donc ça, c'est des choses qui ont été testées aussi en espace, là où justement l'homme est dépourvu de végétaux, donc a été dépourvu dans les premiers temps puisque ça commence à se verdir un petit peu là-haut également. Et donc voilà, ils ont montré des études très sérieuses que tout simplement le fait d'avoir des plantes vertes autour de soi, ça assainit l'air, ça permet aussi de se sentir mieux. On est des animaux qui ne sont pas faits pour vivre entourés de béton, etc. On a besoin de nature. Notamment, par exemple, d'avoir des fleurs, ça peut tout de suite donner une bonne humeur aux gens et puis permettre une qualité de vie au travail. Puis tout simplement, on se sent mieux. Voilà, souvent les gens sortent pour prendre l'air et le fait d'avoir justement de la végétation dans les bureaux, ça permet justement de se sentir un peu moins enfermé. Et surtout, voilà, on parlait tout à l'heure des étés qui sont un peu chauds. Sachez que le fait d'avoir des plantes à l'intérieur, ça apporte aussi un petit peu de fraîcheur et notamment en été, ça peut permettre ça. Donc, on attend du coup que Léna vienne nous exposer ça d'ici quelques minutes. Alors là, oui, on a d'autres. Et donc, voilà, là-dessus, donc n'hésitez pas du coup à voter aussi pour les startups en attendant voilà, son attente. Donc, n'oubliez pas que si jamais vous n'avez plus le lien du questionnaire, etc., nous avons maintenant le site internet www.pitchnight.org. Je vais partager mon écran sur lequel vous allez avoir donc progressivement, vous allez pouvoir retrouver aussi donc voilà, pour les pitchers qui le souhaiteront, vous aurez les pitchs aussi sur la page d'à côté. Donc, avec toutes les catégories pour pouvoir vous inscrire. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Faites-nous aussi un retour via le questionnaire. Et donc, voilà, on va attendre encore quelques minutes l'arrivée de Léna. Donc là, vous avez les pitchs des start-upers. Là, vous avez en dessous les macro-catégories et vous avez bien évidemment les liens vers les questionnaires. Donc, à savoir que vous avez aussi les pitchs sur YouTube. Donc, même si vous avez raté un pitch en vous disant, zut, j'aurais bien aimé revoir, par exemple, Autotech,
je regarde Autotech, je peux évaluer, même si l'événement est déjà passé, la startup, je peux faire mes commentaires à la startup et donc je peux garder le lien avec la startup. Et donc voilà, quelle que soit la saison, donc progressivement, vous allez avoir un petit peu, en tout cas, toutes les saisons qu'on avait pu filmer à l'époque qui vont arriver sur YouTube et sur lesquelles vous pourrez faire des retours et peut-être redécouvrir certaines startups voilà, que vous auriez oubliées via ce biais-là. Donc voilà, donc n'hésitez pas à nous faire un retour là-dessus. Donc j'arrête le partage d'écran. Il est 20 h et donc alors du coup, Elisabeth, est-ce que Léna est arrivée? Alors, je regarde cela de suite. Pas encore. Par contre, elle nous a envoyé sa présentation pour faire patienter. On va peut-être pouvoir présenter un petit peu la présentation de Léna en attendant qu'elle arrive. Donc ça aussi, c'est la vie, voilà, c'est la vie des startups. Il y a pas mal de rendez-vous, des journées assez chargées, mais voilà, un beau concept. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un concept qui, au niveau des bureaux qui sont en train de se vider, s'étend un petit peu moins, on va dire, sur la France, mais dans d'autres pays, c'est un concept qui continue de progresser. Et puis, c'est un concept aussi qui gagne les foyers. Donc, on posera la question par la suite. Alors, du coup, Elisabeth, est-ce que tu as la présentation? Tu me l'as envoyée, c'est ça? Je viens de vous l'envoyer sur WhatsApp. Je vais regarder ça. Hop. Bon, voilà, c'est des concepts au départ, voilà, qui sont dans le domaine professionnel. Donc, voilà, des domaines professionnels de pointe et qui par la suite, après, se répandent dans le domaine public. Et donc, je pense que par la suite, on va avoir de plus en plus, et c'est déjà le cas pour certaines maisons, mais voilà, des maisons avec des murs végétalisés, etc. Et alors, hop, je regarde juste comment faire pour passer en mode diapo. Hop, là, j'ai les annotations. Ah, je crois que j'ai trouvé. Donc, en attendant que Léna arrive, bon, on va regarder la présentation en avance de phase. Vous la reverrez peut-être après, une fois qu'elle se sera connectée. Donc, on a la présentation, voilà, un monde plus sain. Et c'est vrai que, voilà, quand j'avais rencontré Léna, justement, le stand, voilà, avait cet avantage, voilà, d'être un petit peu différent des autres stands. Et donc, n'oubliez pas que l'oxygène est la première nourriture, brief. L'humain fait partie du monde vivant de la nature. Nous avons besoin inné d'être en contact avec elle. Donc là-dessus, voilà, c'est des études qui viennent notamment des États-Unis. Et je pense que voilà, de plus en plus, les gens donc, sont au courant. Alors, après, je pense que le reste de la présentation, je vous le montre, mais voilà, on laissera... Voilà, Léna. Et donc, oui, voilà, Léna fait partie d'Apitech. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas présenté pour les startups Apitech, mais on ne vous a pas encore présenté toutes les startups Apitech. Et donc, c'est une pitch qui arrive surtout dans l'année. Et donc, Apitech, tout simplement, c'est le bien-être au travail. Et donc, le fait d'avoir des plantes, justement, ça rentre aussi dans ce cadre-là. Il n'y a pas que des démarches managériales, il y a aussi celle-ci. Donc voilà, donc Elisabeth, est-ce que du coup, Léna s'est connectée en attendant ou Pas encore. je vais arrêter le partage. Pas encore. Bon, on va attendre quelques minutes et puis voilà, le temps qu'elle se connecte. Donc, et puis Alice, on verra si elle arrive ou pas. Sinon, on pourra toujours vous la représenter dans d'autres disciplines. Donc, on a notamment le BTP. BTP arrive à quelle date? Qui va arriver bientôt, je pense. Et donc là-dessus, on pourra aussi vous la présenter. Donc, hop, si je regarde, je crois que les événements soit étaient dans l'ordre alphabétique ou
Mais voilà, on pourrait la présenter dans le BTP, on pourrait la présenter aussi dans la tête for good si nécessaire. Donc là, c'était l'écologie. Et Smart City également, voilà, c'est des solutions. Donc, souvent, c'est vrai que quand on classifie les startups, il y a souvent plusieurs catégories et on n'a jamais des startups qui sont vraiment pures dans une seule catégorie et donc potentiellement on pourra voilà, la présenter dans une autre catégorie. Donc là, je vous remontre les catégories en attendant. On n'a plus que 5 minutes d'attente. Voilà, je vous remonte les catégories. Donc, voilà. Et bon, pour AgriTech, je ne suis pas sûre. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fermes. Justement, on avait vu, voilà, donc pour AgriTech, on avait vu les fermes au-dessus des centres commerciaux. Et il n'y a pas encore de ferme à l'intérieur des bâtiments, mais voilà, c'est peut-être une question qu'on pourra lui poser. Est-ce que voilà, c'est quelque chose qui va se. Est-ce qu'on aura nos fraises juste à côté de notre bureau quand on travaille? Voilà, des choses à suivre. Donc, on aura de toute façon, voilà, on a d'autres catégories dans lesquelles, bien évidemment, elle pourra entrer. Et donc, on va entendre encore ces 5 petites minutes, le temps qu'elle arrive. Et donc, voilà. En attendant, donc, la semaine prochaine, quelle sera, du coup, Elisabeth, la prochaine Pitch Night qui va arriver? Donc la semaine prochaine, nous aurons la thématique Biotech et par la suite construction. Alors, c'est vrai que Beauty Tech, c'est une discipline qui est pas mal. Donc, on avait eu, je crois, il y a 2 saisons de ça, des bijoux pour le corps. Et donc, la saison dernière, c'était plutôt tout ce qui était lunettes fashion. Donc, il y a pas mal de choses. Donc, ça vient dans les bijoux, les lunettes, ça peut être les cosmétiques, ça peut être les parfums. C'est tout simplement, ça va jusqu'à la chirurgie esthétique, bien évidemment, avec des nouvelles techniques. Donc, il y a pas mal de choses qui font que finalement, voilà, il y a tout un univers. Et c'est vrai que parfois, on ne pense pas forcément, donc les vêtements, les accessoires, etc., à l'univers beauty tech aussi pour les hommes, puisque voilà, il y a eu une forte évolution aussi des facteurs de beauté dans le domaine masculin. Donc, on verra un petit peu ce que va nous réserver justement cette Pitch Night et quelles seront les startups françaises, en tout cas, qui pitcheront. C'est une discipline qui, comme la discipline actuelle, alors là, je vois que, hop, je vais arrêter le partage, je vois que j'ai un petit message, comme la discipline actuelle, justement, je vois que Léna est là, donc je vous en Ouais. reparle après. Bonjour. Donc, nous allons aller... Désolée, j'étais dans une formation de la fresque de la forêt, et c'est justement... c'est une de mes voilà, je me forme pour sensibiliser sur comment nous avons une empreinte forêt. Et voilà, je suis prête. Bonjour Elisabeth Camara, enchantée. Donc, bon, voilà. Eh bien, Léna, alors je vais refaire la présentation donc, de Planter Respirer qui va être présentée par Léna Soffer. Donc, Planter Respirer apporte le quota des plantes recommandé par la NASA en forme d'île végétale pour améliorer la qualité de l'air intérieur et la qualité de vie au travail. Chaque plant des plantes végétales sont connectés avec le paysage sonore des forêts d'origine des plantes. Et pour chaque île végétale, 2 hectares de forêt amazonienne est conservé. Notons le taux d'humidité car l'air sec favorise la propagation des virus. Donc le slogan de Planter Respirer, c'est Planter Respirer rend vos espaces de travail plus verts, plus sains et plus vivants. Leur objectif, c'est d'apporter la nature auprès des urbains dans l'espace de travail, mais aussi de changer le regard sur les plantes d'intérieur qui sont originaires des forêts tropicales, aujourd'hui en danger. Les plantes d'intérieur sont les ambassadrices de ces forêts qui produisent l'oxygène nécessaire à la vie sur la planète. Donc, sans plus attendre, je vais laisser la parole à Léna Soffer qui va nous présenter Planter Respirer. Mais merci beaucoup. Vous avez fait les pitchs pour moi. Mais il est parfait, je n'ai plus rien à dire. Combien de temps j'ai pour... Tout est là. Combien de temps j'ai pour pitcher?
Vous pouvez pitcher pendant voilà, 5-10 minutes. C'est énorme. Tout est dit, vous avez tout dit. Alors, moi on est tous enchantés. Bonsoir à tous. Voilà, je voulais savoir si vous savez quelle est la qualité de l'air que vous respirez en ce moment. En effet, vous savez qu'aujourd'hui, on sait que la qualité de l'air intérieur est 5 à 8 fois plus polluée que l'air extérieur, qui est déjà assez pollué et qui déjà représente la pollution extérieure, représente déjà la 3e cause de mortalité en France. Alors, je m'appelle Léna Sofer, je suis architecte paysagiste et après 25 ans d'expérience dans le travail de paysage urbain et territorial, j'ai créé Planter Respirer pour apporter le meilleur des plantes à l'intérieur des espaces. J'ai décidé de changer d'échelle puisque j'ai fait vraiment des projets qui m'ont beaucoup intéressé, comme les Grands Paris, le projet de Paris jusqu'au Havre. Aujourd'hui, la ville de Paris, j'étais le paysagiste qui a porté ce projet, bien sûr, avec l'urbaniste qui a eu Antoine Garbach. Et pourquoi? Parce que je vois cet engouement pour la forêt, pour les plantes d'intérieur, mais les plantes d'intérieur sont considérées comme des objets déco. En effet, elles sont très belles, on se sent bien avec elles, mais je voulais vraiment changer ce regard. Alors, Planter Respirer, et justement, c'est le lien entre d'une part la qualité de l'air et la présence végétale, parce que nous avons un service clé en main, on mesure la qualité de l'air des espaces de travail, on fait la préconisation des plantes, le nombre de plantes qu'il faut intégrer, et on les installe, et après on s'occupe de l'entretien. Pourquoi mesurer la qualité de l'air? Parce qu'il est avéré, et ça fait 3 ans que je mesure la qualité de l'air, que l'air à l'intérieur est très très sec. Et en dehors de la question de la pollution, c'est que l'air est très sec et ça favorise la propagation des virus. Et les plantes, elles renvoient 95% de l'eau de l'arrosage. Donc, quand on installe déjà les plantes, déjà, il y a des études. Il y a mes images qui sont sur place parce que justement, Oui. voilà, il y a la première. Alors, je vais du coup repartager. Voilà, parce que je les ai envoyés justement. Donc, l'idée, c'est ça, c'est que la présence végétale apporte vraiment ce taux d'humidité dont on a besoin, parce que toujours la climatisation et le chauffage par le système central va toujours dessécher l'air. Donc, les plantes, elles renvoient l'eau d'arrosage et du coup, le taux d'humidité avec le temps, parce que les plantes ne sont pas une machine humidificatrice, mais après 3-4 mois, le taux d'humidité va s'améliorer. Et des études ont démontré que la seule présence des plantes vraiment font que les salariés, les collaborateurs sont beaucoup moins stressés, ils ont moins d'irritation des yeux, vont être plus productifs. Parce que quand nous, on mesure la qualité de l'air avec NanoSense et puis avec la plateforme Pando, on comprend, on parle du confort. Il y a la qualité de l'air, le confort et des points de vue cognitifs, quelle est la qualité de l'air pour améliorer la productivité des collaborateurs. Donc, nous travaillons dans ce sens-là et j'ai eu des retours toujours très positifs de tous mes clients, surtout des collaborateurs, parce que pas seulement ils sont heureux par la présence du végétal, mais aussi parce qu'ils ont moins et ils n'ont plus mal aux yeux à la fin de la journée. Voilà. D'autre part, donc ça, c'est un peu l'impact positif de la présence des plantes a été démontré par de nombreuses études. Si vous pouvez passer, donc du coup, je suis désolée, à la 4e, voilà, c'est l'impact positif, non, celle d'avant.
a été démontré sur de nombreuses études. Donc, il y a beaucoup moins de stress, moins de maux de tête, moins de maladies, mais aussi la seule présence des plantes a un effet positif parce que l'homme a un besoin inné d'être en contact avec la nature. Donc, nous, ça s'appelle la biophilie. Nous avons ce besoin inné. Et aujourd'hui, les villes, même s'il y a énormément de parcs et il y a des plantations extérieures, il n'y en a pas. Nous n'avons plus de contact avec la nature. Parce que nous descendons des sapiens. Sapiens a vécu des millions d'années dans la forêt. Et ça fait que 20 000 ans que nous nous sommes installés après la révolution agricole, mais ça fait que 200 ans, 250 ans qu'on vit dans des villes denses comme nous vivons aujourd'hui. Donc, cette nouvelle façon de vivre très éloignée de la nature a énormément des effets physiologiques et psychologiques sur l'être humain. Donc, c'est pour ça que l'autre objectif que nous avons chez Planter Respirer, en plus d'améliorer la qualité de l'air, c'est remettre en contact les habitants des villes avec la nature. Et c'est pour cette raison que nous avons connecté les îles végétales et les plantes avec le son des forêts, les paysages sonores, tous les animaux des forêts d'origine. Nous avons fait une recherche et en fait, les plantes que nous installons, elles viennent d'au moins 30 régions différentes du monde. D'une façon endémique, elles peuvent venir d'une pépinière européenne, elles peuvent grandir dans une serre, mais à l'origine endémique, il y a des plantes qui viennent du Japon, de la Chine, de l'Amazonie, de Costa Rica, de l'Afrique, de l'Indonésie. Et la plante, justement, notre idée, elle est de connecter l'être humain vraiment et lui faire prendre conscience que ces plantes que nous avons à l'intérieur sont les ambassadrices de ces forêts que nous savons qu'elles sont en danger aujourd'hui. Donc, c'est pour cette raison que, donc, en installant les plantes dans les espaces de travail, on reconnecte pas seulement avec la nature, le végétal, mais aussi avec les sons des forêts. Nous voulons sensibiliser sur cet aspect-là. Et pour chaque quota de plantes qu'on installe dans les bureaux, on préserve 2 hectares des forêts amazoniennes pour le moment. On espère d'ici cette année, à la fin de l'année 2021, préserver dans les 5 continents, parce qu'on a déjà des contacts avec... et nous parlons de la préservation et pas de la plantation des arbres, parce qu'il existe aujourd'hui quelque chose qui s'appelle le greenwashing, dans lequel on peut pas remplacer... On a besoin de planter des arbres, évidemment, mais il faut surtout préserver ce qui existe. Donc l'idée, c'est comment, à partir d'une action locale, d'intégrer des plantes dans les espaces de travail, on va avoir une action globale. On va aider à préserver les forêts de la planète. Voilà. Donc, nous avons vraiment cette profonde préoccupation et c'est pour cette raison que là, je suis en train d'informer, j'étais en train de finir ma formation sur la fresque de la forêt parce que nous proposons aux entreprises que leurs managers ou ceux qui veulent, ce qu'on décidera, c'est que l'entreprise voudra, c'est puisse se former à la fresque de la forêt pour comprendre quelle est notre empreinte forêt et de quelle façon nos actions ici en ville, dans notre vie urbaine et en Europe, a des incidences pour la destruction des forêts. Voilà. Donc, c'est pour cette raison que, en effet, cette action locale qui va avoir cette action locale d'intégrer les plantes a une conséquence globale pour travailler justement la préservation de toute la biodiversité, parce que l'arbre, c'est le corps de la biodiversité dans le monde. Sans le monde végétal, nous ne respirons pas, le monde, aucun être vivant peut respirer, et en plus, c'est la source de nourriture de tout ce qui vit dans la planète. Voilà. En tout cas,
Si vous voulez lire, si vous voulez que je vous présente, voilà notre partenaire. Voilà, mon partenaire, bon, justement, je travaille, bon, on est une startup happy tech. Aussi, une startup, on fait partie de l'écosystème d'Immonwell Lab. Je ne sais pas si vous connaissez Immonwell Lab, mais c'est vraiment un écosystème des startups qui est très engagé. Nous sommes engagés sur toutes les questions du bien-être, mais aussi pour la préservation, comment le bâti peut aider au bien-être, mais aussi à la préservation de la biodiversité. Nous, on travaille, nous sommes membres des AirLab, que c'est l'association de la ville de Paris pour la captation, pour l'analyse de la qualité de l'air. Et je travaille avec Urban Lab, avec NanoSense, pardon, et Pando 2, qui sont les capteurs et la plateforme de la qualité de l'air qui ont gagné déjà 2 années de suite des prix internationaux, montés par AirLab. Et évidemment, on préserve la forêt avec un vol vert et All for Trees. Parce que j'ai confiance dans leur expertise et qui parle de l'importance de cette préservation du monde végétal, des forêts tropicales, plutôt que la plantation des arbres, quand parfois on plante des arbres, mais il n'y a pas l'entretien derrière pour qu'ils puissent... Donc, nous devons préserver les arbres qui ont 30 ans, qui ont 30 ans de vie, qui produisent vraiment, qui ont un vrai rôle dans la forêt. Il faut qu'on la préserve, qu'on fasse tout pour le préserver. Voilà. Merci Léna. Du coup, on va passer aux questions. Donc finalement, vous parlez de cette formation des entreprises. Ça veut dire que les entreprises qui sont clientes chez vous, elles peuvent avoir une visibilité de la zone de forêt amazonienne qu'elles ont préservée grâce à leur action. Pardon, on m'a posé une question par écrit. Vous pouvez répéter la question, je vous prie de m'excuser. Voilà. Est-ce que les entre les questions, vous me les posez peut-être celles qui sont écrites parce que je ne peux pas faire les deux en même temps. Alors, dites-moi. Alors, du coup, est-ce que les entreprises qui sont clientes chez vous, elles peuvent mesurer, elles peuvent tout simplement savoir où est-ce qu'elles ont préservé la forêt amazonienne? Exactement. Bon, nous, on préserve dans un programme au Pérou, mais on va étaler. Nous, on préserve pour le moment au Pérou, à la forêt amazonienne au Pérou. Évidemment, ils vont savoir où ils vont préférer. Ils pourront même choisir, on espère d'ici à la fin de l'année, donner la possibilité, ceux qui veulent préserver en Indonésie ou en Afrique, on va donner la possibilité. Pour le moment, j'ai choisi les symboles de l'Amazonie parce que on sait qu'est-ce qui se passe en Amazonie. Mais évidemment, ils seront au courant et nous, à la fin de l'année, pour Noël, on donne toujours un diplôme pour qui est témoin du nombre des hectares de forêt qu'ils ont préservés dans l'année en installant les plantes des plantes respirées. Nous avons déjà préservé autour de 350 hectares. Donc, voilà. Bonjour. Oui, bonjour. Jeanne Morrison. J'aimerais savoir si vous travaillez aussi avec la NASA. La NASA, oui, en effet, comme l'a très bien dit Madame Jackson, nous, on travaille avec le quota de plantes recommandé par la NASA. Ça veut dire que la NASA recommande une plante par 10 mètres carrés. Et donc, nous, soit on installe les quotas de plantes nécessaires sur les murs, sur les meubles, par terre, ou on installe, selon la place qu'il y a, les îles végétales, que c'est les produits phares qu'on a créés, parce que l'île végétale contient entre 3 et 7 plantes selon la taille du pot, et comme ça, on peut concentrer le nombre de plantes qui recommande à la NASA. Par exemple, mon premier client, sur 1800 mètres carrés, on a installé 180 plantes en 30 îles végétales.
Donc, voilà, c'est une façon de condenser le végétal. Et ce qui est beau, c'est que en fait, les huiles végétales donnent une sensation de verre dense. C'est pas une plante en pot, mais si mon client veut une plante en pot, on fait une plante en pot. Mais on veut créer cet environnement de plus de densité. Oui, et la NASA, on travaille à base du travail de la NASA. Et c'est pour ça qu'on mesure la qualité de l'air aussi, parce que la NASA a fait les liens entre les composants organiques volatiles, les types des plantes. Mais moi, j'ai rajouté la question du taux d'hygrométrie, parce que c'est un composant important. Quand l'air est trop sec, vraiment, les collaborateurs tombent malades plus facilement, et surtout en ces temps de la Covid. C'est ça. Merci beaucoup. Et pour les plantes intérieures, vous avez parlé que vous voulez donner une nouvelle vision d'avoir des plantes intérieures, parce que moi, j'aime beaucoup vraiment la verdure intérieure. Comment ça se passe? Comment vous conseillez les gens? Quelle quantité? Parce que quand c'est trop, il semblerait qu'il y aura, ça peut être nocif si c'est trop de plantes à l'intérieur. Comment vous faites, vous conseillez par rapport à ça, au bon dosage? Bon, je vous dis, hein, pour moi, plus il y a des plantes, mieux c'est. Vous voyez, là, chez moi, on a beaucoup de plantes. Moi, d'abord, il faut voir la lumière, la quantité de lumière qu'il y a. Il faut voir la qualité de l'air, il faut voir l'espace disponible. Et à partir de là, on décide. Parce qu'il y a des bureaux où en effet, il y a pas une bonne lumière. Vous voyez, donc on travaille et on choisit et on recommande les plantes selon le taux de lumière qu'il y a. D'accord. Merci beaucoup. Il y avait un. Il y a une question ici, vous avez vu, qui s'appelle Exactement. comment se passe l'hydratation de ces plantes? Est-ce que vous mettez un système de son automatique? Non. Alors, nous avons, voilà, alors, nous, notre service clé en main, on installe les plantes, on s'occupe de l'entretien, d'accord? Et nous utilisons justement, c'est aussi Madame Morisson, et la NASA a créé ce système aussi de l'hydroculture, ce sont des expériences aussi de la NASA, qui fait que les plantes ont moins besoin d'arrosage. Ça ne veut pas dire qu'on les arrose pas, simplement qu'il y a un système de billes d'argile qui sont cuites à une certaine température qui fait qu'elles absorbent l'eau. Donc, les racines, elles vont avoir toujours l'eau dont elles ont besoin. Et donc, nous, on s'occupe de l'arrosage, mais avec le Covid, et pour essayer de faire aider les économies aussi aux entreprises, ce qu'on fait, c'est qu'à ce moment-là, on vend les plantes et les huiles végétales et on apprend au personnel de nettoyage à s'en occuper des plantes. Voilà, parce que ça fait, vous avez les plantes en hydroculture, il faut les arroser 2 fois par mois, même certaines que une fois par mois, chaque 3 semaines. Donc, pour faire une économie, et à cause du Covid, on a créé aussi cette possibilité. Mais nous, on sera toujours prêt à nous en occuper pour changer une plante si c'est nécessaire, pour s'occuper de changement. Mais on n'utilise pas de système automatique. Est-ce que vous avez essayé de faire des écoquartiers que parmi vos plantes intérieures, vous avez des plantes médicinales? En fait, bon, moi, vous savez, les écoquartiers, j'ai déjà travaillé sur le territoire et les projets urbains, mais j'ai, comme je suis architecte et paysagiste, j'ai un projet, à la fin de l'année, nous sommes en train de développer aussi Planter, Respirer en ville, parce que j'ai fait une recherche, vous pouvez voir un peu sur ma page LinkedIn, j'ai fait une recherche sur l'importance de la plantation des cours pour la lutte contre les changements climatiques. Donc, mon idée, c'est pas de travailler en soi ce qu'on appelle l'écoquartier, mais c'est déjà, parce que les écoquartiers, c'est des quartiers nouveaux.
Tandis que, qu'est-ce qu'on fait avec tout ce qui est l'urbanisme et les bâtis anciens? Il faut s'en occuper. Donc déjà, si dans la cour, il y a un système de gestion de l'eau, un système dans lequel on plante et on peut vraiment apporter de l'ombre l'été sur les façades, ça, c'est une façon aussi d'apporter déjà la biodiversité, parce que dès qu'il y a des plantes, il y a la biodiversité, et une façon de contribuer à la lutte contre le changement climatique. Alors, parmi les plantes intérieures, par exemple, médicinales, alors, les plantes médicinales, voilà, le souci que nous avons, ça c'est une question que moi j'aimerais beaucoup. Le problème, c'est que les plantes avec lesquelles, pourquoi on travaille avec les plantes tropicales? Parce que c'est les seules plantes qui supportent une température courante. Moi, je suis franco-vénézuélienne, j'ai grandi dans les tropiques, et donc nous, on peut utiliser les plantes de l'extérieur à l'intérieur, parce qu'il fait toujours la même température. Par contre, en Europe, on ne peut pas, parce que même des plantes dessous, on dirait une lavande, elle a besoin vraiment de changement de température. Donc, c'est pas possible. Mais je commence à me dire que peut-être des plantes aromatiques, ce serait possible d'introduire. Vous voyez, parce que ça apporte du bien-être, les plantes aromatiques, voilà, c'est réveiller un sens, mais les plantes médicinales, je ne crois pas. Voilà. Alors du coup, est-ce qu'il y a d'autres questions pour Léna? Alors, en tout cas, merci Léna. Donc, Elisabeth va mettre en ligne le questionnaire pour que les gens puissent évaluer le pitch et puissent aussi vous faire des retours. Donc, Oui. cet événement est enregistré et donc tout le monde n'est pas forcément présent à l'événement. Donc, vous aurez sûrement des questions qui vont vous arriver par la suite. En tout cas, voici le contact de Léna si jamais vous êtes intéressé. Voilà, pour aussi reverdir votre environnement et contribuer à la préservation de la forêt amazonienne. Alors, je crois que je viens de voir, voilà, donc là, c'est le lien qu'Elisabeth a renvoyé. Donc, voilà, n'hésitez pas de toute façon à faire vos retours à Léna, on transférera tous les retours. Et puis, un grand merci. C'est moi qui vous remercie, je suis ravie. Et quand est-ce qu'on reçoit les retours? Quand est-ce qu'on va recevoir les retours? Donc, vous les recevez au fil de l'eau. Génial. Donc, les premiers retours, vous les recevrez d'ici 1 à 2 semaines, hein, théoriquement. Et donc après, il se peut que vous ayez des retours même après l'événement parce que en fait, les événements sont enregistrés et ils sont disponibles sur YouTube. Et donc, les personnes qui passent peuvent vous découvrir. Voilà, avec D'accord, donc ils sont sur votre plateforme. Alors, ils sont sur la chaîne YouTube, donc ils sont vraiment accessibles à tout le monde. Donc, effectivement, on a certains pitchs qui sont sur la plateforme. Donc, ça, c'est la version un petit peu plus accélérée parce qu'on avait eu des demandes de grands groupes qui souhaitaient découvrir plus rapidement certaines startups. Et donc, progressivement, on aura ces pitchs de 1 minute. Mais si jamais les personnes souhaitent avoir la version longue, bien évidemment, il y a l'événement qui est sur YouTube et qu'ils peuvent visionner. OK. Et si jamais vous voulez un pitch d'1 minute, je vous fais un pitch d'1 minute. Il est prêt. Et vraiment, merci beaucoup. Je suis enchantée. Et je suis enchantée parce que voilà, ce travail sur la biophilie et ce lien entre le local et le global, voilà, j'y crois et c'est quelque chose que je veux absolument développer avec les entreprises. Surtout avec la qualité de l'air. Et la qualité de l'air qui commence à devenir de plus en plus importante. On commence vraiment à sensibiliser là-dessus. Tout à fait. Voilà. En tout cas, merci à nos pitcheuses. Merci beaucoup. Merci à Sacha. Merci à tous, Elisabeth, Sacha. Merci à tous. Ok, bonne soirée. Au revoir. Bravo. Voilà. Pardon? Je disais excellente soirée à tous les pitchers. Exact. Bonne soirée à tous. Merci. Bonne soirée à tous et à mardi prochain pour la Pitch Night Physical Beauty. Merci. Et un grand merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Bravo.